Les protéines sont des macromolécules biologiques assurant une multitude de fonctions au sein de la cellule. Pour citer quelques-unes des fonctions exercées par les protéines, certaines peuvent jouer le rôle de catalyseur de réactions biochimiques ou encore elles peuvent participer à la structure de la cellule. D'autres sont des régulatrices de l'expression génique. L'hémoglobine représentée ici en tant qu'exemple est-elle impliquée dans le transport de l'oxygène et permet donc l'oxygénation de nos organes. Il est donc clair que les protéines sont essentielles à la vie d'une cellule. Mais comment les protéines sont-elles produites? C'est ce que nous allons voir dans cette première partie sur la synthèse des protéines appelée la traduction. Après avoir défini le processus de la traduction, nous allons voir quelques rappels sur le code génétique, puis nous allons aborder les différents acteurs de la traduction. Dans les 2 prochaines vidéos, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la traduction chez les prokaryotes, puis chez les eucaryotes. La traduction est un processus cellulaire qui a lieu dans le cytoplasme des cellules et qui assure la synthèse des protéines codées dans la séquence de l'ADN, au préalable transcrite en ARN messager. La traduction nécessite une machinerie complexe composée de plusieurs dizaines de partenaires moléculaires, les ARN, les ribosomes et les enzymes et facteurs protéiques. Pour interpréter l'information contenue dans l'ADN, la cellule utilise le code génétique qui sert d'un système de correspondance entre les bases azotées de l'ADN et de l'ARN et les acides aminés des protéines. En effet, le code génétique assure la traduction du langage à 4 lettres des acides nucléiques, ADN puis ARN, en langage à 20 lettres des protéines. Ce code génétique est organisé en triplets, c'est-à-dire en combinaison de 3 bases azotées. Chaque combinaison correspond à un acide aminé, à 3 exceptions près. On dit également que le code génétique est dégénéré. Cela veut dire que plusieurs codons peuvent coder un même acide aminé. Par exemple, la thréonine est codée par 4 codons différents, ACU, ACC, ACA et ACG. Au total, il existe 64 codons. 61 codent un acide aminé et les 3 codons restants sont appelés codons stop car ils signalent la fin de la traduction. Ces 3 codons sont UAA, UAG et UGA. Le code génétique peut également être représenté sous forme de cercle. L'ARN messager est donc constitué de codons. Ces codons sont lus par le ribosome et la machinerie traductionnelle dans le sens 5', 3'. Les codons ne sont pas chevauchants, c'est-à-dire si un codon est utilisé pour coder un acide aminé, il ne pourra pas être utilisé pour coder l'acide aminé suivant. Cela implique que pour chaque séquence, il n'existe que 3 cadres de lecture possibles. Ici, j'ai représenté un exemple de séquence nucléotidique d'ARN messager et ces 3 cadres de lecture envisageables. On remarque que chaque cadre de lecture donne une séquence en acides aminés différente. Maintenant, nous allons voir les différents acteurs de la traduction. Commençons par l'ARN messager. Le segment de l'ARN messager qui est traduit est appelé séquence codante ou cadre de lecture ouvert, souvent utilisé sous l'acronyme anglais ORF. Cette séquence codante est délimitée par un codon de démarrage qui est dans la majorité des cas le codon AUG codant la méthionine initiatrice et par un codon de terminaison qui est l'un des 3 codons que nous avons vus précédemment, UAG, UGA ou UAA. Chez les eucaryotes, les ARN messagers sont monocistroniques car ils présentent un seul cadre de lecture ouvert. Par contre, il est fréquent chez les bactéries de retrouver des ARN messagers présentant plusieurs cadres de lecture ouverts, par exemple dans le cas des opérons. On dit que ces ARN messagers sont polycistroniques. Au cours de la traduction, un autre type d'ARN va intervenir et jouer un rôle crucial. Ce sont les ARN de transfert ou ARNT.
Ces ARN servent d'adaptateurs permettant de faire un lien direct entre l'ARN messager et les acides aminés. Chaque ARNT est spécifique d'un acide aminé et reconnaît par l'intermédiaire de l'anticodon le codon de l'ARN messager correspondant à cet acide aminé. Les ARNT sont composés de 4 régions en forme de tige faites de bases appariées par des liaisons hydrogènes et de 3 régions en forme de boucle non appariées. Le plus souvent, les ARNT sont représentés en feuilles de trèfle, mais la structure tridimensionnelle retrouvée dans la cellule est celle de L inversée. Au niveau de l'extrémité 5' des ARNT, on retrouve une guanine. L'extrémité 3' se termine quant à elle par une séquence CCA. L'adénosine qui se trouve à cette extrémité sera alors estérifiée au niveau de sa fonction 3'OH par le groupement COH d'un acide aminé. Au niveau de l'une des 3 boucles présentes sur l'ARNT se trouve l'anticodon, qui reconnaît et s'apparie avec le codon complémentaire porté par l'ARN messager. L'ARNT constitue alors un lien physique entre l'acide aminé et le codon de l'ARN messager correspondant. Les ARNT prennent en charge l'acide aminé correspondant à leur anticodon. La prise en charge de l'acide aminé correspondant à l'anticodon constitue la toute première étape de la traduction. Le transfert de l'acide aminé donné sur l'ARNT est opéré par une famille d'enzymes spécialisées appelées les aminoacyles ARNT synthétase. Ces enzymes sont essentielles au décodage génétique. Chaque aminoacyle transférase est spécifique de l'acide aminé qu'elle transfère. De ce fait, il en existe une vingtaine. On remarque que comme un acide aminé peut être codé par plusieurs codons différents, une aminoacyle ARNT synthétase peut charger plusieurs ARNT spécifiques différents avec le même acide aminé. On parle alors d'ARNT isoaccepteurs. La catalyse de cette réaction de transfert de l'acide aminé sur un ARNT s'effectue en 2 étapes. La première étape est une réaction d'adénylylation ou formation d'un aminoacyle AMP. Cette étape constitue l'étape de l'activation de l'acide aminé. Lors de la deuxième étape, un aminoacyle ARNT est formé. On parle alors de l'ARNT chargé. Regardons maintenant ces étapes en détail. La réaction d'adénylylation conduit à la formation d'un aminoacyle AMP, qui reste lié à l'aminoacyle ARNT synthétase. Un groupe carboxyle porteur d'une liaison à haute énergie est alors formé par transfert de l'AMP à partir de l'ATP. Un groupe carboxyle porteur d'une liaison à haute énergie est alors formé par transfert de l'AMP à partir de l'ATP. On obtient un acide aminé adénylé qui est activé. Au cours de la deuxième étape, l'acide aminé ainsi activé se lie par son groupement carboxyle à l'hydroxyle en 2' ou 3' de l'adénosine de l'extrémité CCA du bras accepteur de l'ARNT spécifique. Il y a formation d'un aminoacyle ARNT que l'on nomme l'ARNT chargé. La nomenclature tient compte du nom de l'acide aminé et de l'ARNT spécifique. Par exemple, pour l'alanine, on aura l'alanyl ARNT ALA. Un autre acteur indispensable à la traduction est le ribosome. Le ribosome est un complexe nucléoprotéique retrouvé dans le cytoplasme des cellules. Les ribosomes coordonnent la reconnaissance des ARNT et de l'ARN messager. Ils catalysent également la formation de la liaison peptidique entre un acide aminé porté par un ARNT chargé et la chaîne peptidique en cours de synthèse. Les ribosomes sont constitués d'une grande et d'une petite sous-unité. Ces sous-unités sont constituées d'ADN ribosomal ou ARNR et de nombreuses protéines. Chez les eucaryotes, le ribosome 80S est composé d'une grande sous-unité 60S
est d'une petite sous-unité 40S. Chez les prokaryotes, le ribosome 70S est composé d'une grande sous-unité 50S et d'une petite sous-unité 30S. Ces sous-unités s'associent au début de la traduction et se dissocient lorsque la traduction est terminée. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le ribosome catalyse la formation de la liaison peptidique. La formation de la liaison peptidique nécessite deux ARNT chargés. L'un des ARNT est attaché à la chaîne peptidique en cours de synthèse. On le nomme peptidyl ARNT. L'autre ARNT est chargé par un nouvel acide aminé entrant. Le groupement aminé de l'acide aminé entrant va attaquer le groupement CO de l'acide aminé terminal de la chaîne peptidique en cours de formation. En catalysant la formation de la liaison peptidique, les ARN ribosomaux jouent le rôle d'enzymes. On parle alors d'ARN enzyme ou ribosyme. La réaction est plus particulièrement catalysée par l'ARN 23S chez les prokaryotes ou 28S chez les eucaryotes. Les protéines associées au ribosome ont plutôt un rôle stabilisateur. À l'interface des deux sous-unités du ribosome, on retrouve trois sites de liaison pour les ARN de transfert. Le site A, le site P et le site E. Le site A signifie aminoacyl. C'est ce site qui permet la liaison de l'ARNT chargé. Le site P pour peptidyl héberge l'ARNT lié à la chaîne peptidique en cours de synthèse. Enfin, le site E pour exit contient l'ARNT déchargé avant sa libération par le ribosome. Au cours de la traduction, un ribosome parcourt l'ARN messager dans le sens 5'-3', assurant ainsi la biosynthèse d'une seule chaîne polypeptidique. Sur ce schéma, on peut voir les différents composants. Le brin ARN messager en cours de traduction constitué de codons, l'ARNT chargé par l'acide aminé qui présente un anticodon, l'ARNT lié à la chaîne peptidique en cours de synthèse et la chaîne peptidique qui est en train d'être synthétisée. Nous arrivons à la fin de cette première partie sur la traduction. Dans les deux prochaines vidéos, on verra la traduction prokaryote et la traduction eucaryote. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un commentaire, aimer la vidéo et la partager avec vos amis. Merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de biochimie facile.